Je m'appelle Morgane et, à 35 ans, je ne m'attendais pas à hériter de 11 millions d'euros de mon oncle, avec lequel j'étais en froid. Je rentrais chez moi en voiture, impatiente d'annoncer cette nouvelle qui allait changer ma vie à mon mari Eric, quand mon monde s'est littéralement effondré autour de moi. Je me suis réveillée à l'hôpital, le corps brisé et souffrant le martyre. Les heures ont passé, puis les jours, mais Eric ne s'est jamais présenté. Quand j'ai enfin réussi à le joindre par téléphone, ces mots m'ont blessé plus profondément que mes blessures physiques. Maintenant, alors que je suis allongée ici et que je le vois entrer avec sa nouvelle femme, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me regarde et me crie ces mots. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire d'où vous la regardez, car je vais vous raconter comment ma vie s'est effondrée et s'est reconstruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ma relation avec mon oncle James était pour le moins compliquée. Il était le frère aîné de mon père, mais il s'était disputé il y a des décennies à propos de l'entreprise familiale. Le fossé était si profond que nos familles se saluaient à peine lors des rares réunions de famille. Malgré cela, j'avais de bons souvenirs de mes visites dans son vaste domaine à la campagne quand j'étais enfant. Ces brèves visites avaient toujours quelque chose de magique, car oncle James me montrait sa collection de livres rares et me racontait ses aventures professionnelles à l'étranger. Oncle James était un millionnaire autodidacte qui avait bâti un empire dans le domaine de la promotion immobilière. Son sens des affaires était légendaire dans notre petite ville, mais sa vie personnelle était remarquablement vide. Il ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant, se consacrant entièrement à son travail. Ce que je n'ai su que bien plus tard, c'est qu'il m'avait secrètement surveillée pendant toutes ces années. Tu me rappelles moi-même à ton âge, m'a-t-il dit un jour lors d'une de nos rares rencontres, quand j'avais 12 ans. Intelligente, têtue et n'ayant pas peur de dire ce que tu penses. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et quitté la ville, oncle James a commencé à m'envoyer des cartes d'anniversaire et des lettres occasionnelles. Je répondais poliment, mais brièvement, ne sachant pas comment combler le fossé familial. Les lettres contenaient des nouvelles banales sur sa vie, des réflexions sur les affaires et parfois des questions sur la mienne. Je n'avais jamais réalisé qu'il cherchait soigneusement à établir un lien avec moi, la nièce qu'il connaissait à peine. 6 mois avant l'accident, oncle James a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque avancée. Lorsque j'ai appris la nouvelle par un cousin éloigné, j'ai décidé de lui rendre visite à l'hôpital. Je me souviens à quel point il semblait fragile, loin de l'imposante silhouette de mon enfance. Pourtant, ses yeux se sont illuminés lorsque je suis entrée dans la chambre. Morgane, a-t-il dit d'une voix à peine audible, j'ai toujours su que tu reviendrais. Cette visite s'est transformée en visite hebdomadaire. Nous avons parlé de tout, de philosophie à politique, rattrapant le temps perdu. Il n'a jamais mentionné sa querelle avec mon père et je ne lui ai jamais posé de questions. C'était comme si nous avions tacitement convenu de repartir à zéro. La vie est trop courte pour garder rancune, m'a-t-il dit lors d'une de nos dernières conversations. J'ai appris cette leçon trop tard. 3 mois plus tard, il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Je l'ai pleuré plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Quant à Eric, notre histoire d'amour a commencé il y a 7 ans, lors d'une exposition d'art dans le centre-ville. J'étais là pour écrire un article pour le magazine local sur lequel je travaillais. Eric était l'un des artistes présentés, ses peintures abstraites attirant beaucoup l'attention. Il dégageait une grande confiance en lui, une passion lorsqu'il parlait de son travail qui était magnétique. L'art, c'est voir le monde différemment, m'a-t-il dit lorsque je l'ai interviewé. Trouver la beauté dans le chaos. Nous avons commencé à sortir ensemble peu après et, moins d'un an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Nous n'avions pas les moyens de nous offrir quelque chose de somptueux, mais c'était parfait pour nous. Eric était déterminé à réussir en tant qu'artiste et je soutenais son rêve de tout cœur. J'ai pris un emploi plus stable dans une agence de publicité pour nous permettre de joindre les deux bouts pendant qu'il cherchait des galeries et des commandes. Les premières années, tout était merveilleux malgré nos difficultés financières. Nous vivions dans un modeste appartement, économisions autant que possible et rêvions de l'avenir. Eric peignait tard dans la nuit tandis que je rédigeais des textes pour des campagnes publicitaires. Nous étions partenaires, chacun jouant son rôle. Mais les 2 dernières années ont été différentes. La carrière artistique d'Eric stagnait et le rejet semblait l'avoir changé. Il est devenu maussade, renfermé et disparaissait parfois pendant des heures sans explication. Quand on lui posait des questions,
Il répondait sèchement qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir ou qu'il rencontrait d'autres artistes. Notre compte en banque s'est vidé à mesure qu'il investissait dans des matériaux coûteux pour des projets qui ne semblaient jamais se concrétiser. Tu ne comprends tout simplement pas le processus artistique, était sa réponse standard à toute question concernant l'argent ou ses allées et venues. J'étais au travail lorsque j'ai reçu l'appel de Benjamin Harrison, l'avocat de l'oncle James. Morgan Wallace? Ici, Benjamin Harrison. Je m'occupe de la succession de James Wallace. Pourriez-vous vous rendre à mon bureau aujourd'hui? J'ai accepté, m'attendant peut-être à recevoir un petit souvenir ou une lettre. Lorsque Benjamin a fait glisser le testament sur son bureau, j'ai failli tomber de ma chaise. Oncle James m'avait tout légué. L'ensemble de sa succession, évalué à 11 millions d'euros, plus la propriété familiale. Il a révisé son testament après votre réconciliation, m'a expliqué Benjamin. Il était très impressionné par la façon dont vous aviez construit votre vie selon vos propres termes. Une lettre écrite de la main de l'oncle James était jointe au testament. Chère Morgane, si vous lisez ceci, c'est que je suis passé à autre chose. Je vous ai regardé grandir de loin, admirant votre détermination et votre gentillesse. Vous avez la même étincelle que j'avais autrefois, mais avec la sagesse qui me manquait. Cet argent est un outil, pas une solution. Utilise-le à bon escient, sois heureuse et souviens-toi que la véritable richesse ne se mesure pas en euros. Avec tout mon amour, ton oncle James. J'ai signé les documents nécessaires, encore sous le choc, 11 millions d'euros. C'était une somme inimaginable. Je pouvais rembourser nos dettes. Eric pouvait se consacrer à son art sans pression financière. Nous pouvions acheter une maison, voyager, fonder une famille. Les possibilités étaient infinies. En sortant, je me suis arrêtée dans une bijouterie et j'ai acheté une montre de luxe pour Eric, symbole de notre nouveau départ. J'ai décidé de ne pas lui en parler au téléphone. Une nouvelle comme celle-ci méritait d'être célébrée comme il se doit. Je l'ai quand même appelé pour lui dire que je rentrais plus tôt avec une bonne nouvelle. Il semblait distrait, presque agacé. Je suis en plein milieu de quelque chose, Morgane. Un nouveau projet artistique, très expérimental. C'est important, Eric. Je serai à la maison dans 30 minutes. D'accord. Mais ne t'attends pas à une grande réaction. Je suis en pleine phase créative. J'ai raccroché, un peu déçu, mais toujours enthousiaste. Une fois qu'il aurait appris la nouvelle, son humeur changerait sûrement. Je ne savais pas encore que cet appel serait l'une de nos dernières conversations normales. La pluie venait de commencer à tomber lorsque je me suis engagée sur l'autoroute, une légère bruine qui faisait briller la route sous le soleil de l'après-midi. Je me souviens avoir allumé la radio, une chanson entraînante passait tandis que je répétais mentalement comment j'allais annoncer l'héritage à Eric. Je lui ferai peut-être fermer les yeux, je placerai la montre dans ses mains, puis je lui annoncerai l'incroyable nouvelle. J'imaginais son visage s'illuminer, le stress de ces dernières années s'évanouir lorsqu'il réaliserait que nous étions désormais libres financièrement. J'étais tellement absorbée par ces pensées que j'ai failli ne pas voir ce qui allait se passer. Un camion 2 voies plus loin a soudainement dévié de sa trajectoire, ses pneus dérapant sur la chaussée mouillée. Le temps a semblé ralentir, tandis que je le regardais faire un tête-à-queue, l'énorme remorque se balançant vers moi comme un terrible pendule. J'ai donné un coup de volant vers la droite, mais il était trop tard. L'impact fut assourdissant. Le métal grinça contre le métal, tandis que ma voiture tournait violemment sur elle-même. L'airbag explosa dans mon visage avec une force impressionnante. Dans le chaos, je me souviens avoir vu la boîte de la montre s'ouvrir, le précieux garde-temps glisser sur le tableau de bord au ralenti. Ma dernière pensée consciente fut étrangement celle d'un panneau publicitaire, au bord de la route, vantant une assurance familiale avec le slogan « Protéger ce qui compte le plus ». Puis, le noir. Je me suis réveillée au son régulier des moniteurs cardiaques et à l'odeur antiseptique que l'on ne trouve que dans les hôpitaux. J'avais l'impression que tout mon corps avait été passé au hachoir à viande. Même respirer me causait des douleurs aiguës dans la poitrine. J'ai essayé de bouger et je l'ai immédiatement regretté. Doucement, m'a averti une voix douce. Vous devez rester immobile. J'ai forcé mes yeux à se concentrer sur la femme en blouse bleue qui se tenait à côté de mon lit. Son badge indiquait Sarah Winters, infirmière diplômée. Que s'est-il passé? Ma voix était rauque. Vous avez eu un grave accident sur la M25, m'expliqua Sarah en vérifiant l'une de mes perfusions. Vous êtes restée inconsciente pendant près de 2 jours. 2 jours?
Cette information me fit l'effet d'une bombe. Mon mari, Eric, sait-il que je suis ici? L'expression de Sarah changea subtilement. Nous avons contacté le numéro d'urgence enregistré dans votre téléphone. Nous avons laissé plusieurs messages, mais elle marqua une pause. Il n'est pas encore venu. Même sous l'effet des médicaments, je ressentis un élan de confusion. Pas encore, mais je suis sûre qu'il viendra bientôt, ajouta-t-elle, bien que son ton manquât de conviction. Plus tard dans la journée, le docteur Daniel Foster vint m'expliquer l'étendue de mes blessures. 3 côtes cassées, une commotion cérébrale grave, une fracture ouverte à la jambe droite nécessitant des broches chirurgicales, ainsi que diverses lacérations et contusions. Je devrais rester hospitalisée pendant plusieurs semaines, puis suivre des mois de physiothérapie. Vous avez eu une chance extraordinaire, m'a-t-il dit. Le conducteur du camion qui vous a percuté n'a pas survécu. De la chance? Je ne me sentais pas chanceuse, allongée là, incapable de joindre mon mari. J'ai essayé d'appeler Eric à plusieurs reprises, mais je tombais directement sur sa messagerie vocale. J'ai envoyé des SMS qui ont été remis, mais qui sont restés sans réponse. Chaque heure qui passait sans réponse amplifiait mon anxiété. Sarah est devenue mon infirmière principale et de plus en plus ma confidente. Elle venait me voir même lorsqu'elle n'était pas affectée à ma chambre, m'apportant des coupes de pudding supplémentaires ou simplement s'asseyant à mes côtés lorsque son service le lui permettait. Toujours aucune nouvelle? M'a-t-elle demandé le 3e jour en m'aidant à m'asseoir pour manger. J'ai secoué la tête, grimaçant à ce mouvement. Je ne comprends pas. Même si son téléphone était déchargé, il aurait compris que quelque chose n'allait pas quand je ne suis pas rentrée à la maison. Le 4e jour, j'ai enfin reçu un SMS d'Eric. J'ai appris l'accident. Je suis très occupée par un projet révolutionnaire. Je viendrai te voir quand les choses se seront calmées. Aucune question sur mon état de santé, aucune proposition d'aide, juste rien. Ça ne me semble pas normal, a déclaré Sarah en fronçant les sourcils lorsque je lui ai montré le message. As-tu des amis qui pourraient prendre de ces nouvelles? J'ai appelé mon amie Mélanie, mais elle semblait étrange au téléphone, trouvant des excuses pour ne pas pouvoir venir me voir. Lorsque je l'ai interrogée au sujet d'Eric, elle a rapidement changé de sujet. À la fin de la première semaine, je devenais de plus en plus méfiante. À l'aide de la tablette de Sarah, j'ai consulté les réseaux sociaux et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Eric s'était enregistré à l'Artemis Gallery, un club d'art exclusif connu pour ses riches mécènes, avec une légende évoquant la célébration d'un nouveau départ. Les mains tremblantes, j'ai rappelé son numéro. Cette fois, il a répondu, d'un ton agacé, avec de la musique en fond sonore. Eric, je suis à l'hôpital. Je suis ici depuis une semaine. Où es-tu? Une pause. Écoute, Morgane, je suis en train de faire quelque chose d'important. Plus important que ta femme qui était dans un état critique? Une autre pause, plus longue cette fois. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Elle était devenue plus froide. Je n'ai ni le temps ni l'argent pour une perdante, Morgane. Certains d'entre nous avancent dans leur vie. Le téléphone s'est éteint. Je le fixais, incrédule, les larmes coulant sur mon visage. Que voulait-il dire par « raté » ? Je venais d'hériter de 11 millions d'euros. Et surtout, j'étais sa femme, blessée et seule. 1 heure plus tard, Sarah me trouva en pleurs et appela immédiatement pour qu'on m'administre un sédatif. Alors que le médicament faisait effet, atténuant à la fois la douleur physique et émotionnelle, une pensée ne cessait de tourner en boucle dans mon esprit embrumé. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Les jours qui ont suivi l'appel cruel d'Eric ont été les plus sombres de ma vie. Je refusais de manger, je dormais à peine et je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. La douleur physique de mes blessures était insignifiante comparée à la dévastation émotionnelle. 7 ans de mariage, et c'était ainsi que cela se terminait? Par un rejet si froid que j'avais l'impression de parler à un étranger. Sarah s'est inquiétée au point d'appeler le docteur Jessica Parker, la psychologue de l'hôpital. Petite femme aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique, Jessica ne m'a pas servi de platitude creuse. Ce que vous vivez est un traumatisme à plusieurs niveaux, m'a-t-elle expliqué lors de notre première séance. Des blessures physiques, une trahison émotionnelle et le choc d'un abandon soudain. Il était normal que vous ayez l'impression de vous noyer. Est-ce qu'il savait? Ai-je demandé à voix haute, sans vraiment attendre de réponse. Je veux dire, pour l'argent. Quel argent? A demandé Jessica.
Je n'avais parlé à personne à l'hôpital de mon héritage. Cela me semblait sans importance par rapport à tout ce qui se passait. Mais maintenant, je me demandais si c'était la clé pour comprendre le comportement d'Eric. J'ai hérité de 11 millions d'euros le jour de mon accident, ai-je expliqué. J'étais en route pour l'annoncer à Eric quand l'accident s'est produit. Jessica haussa les sourcils. Cela ajoute certainement une autre dimension à prendre en compte. 2 jours plus tard, Mélanie vint enfin me rendre visite. Elle entra prudemment dans ma chambre, serrant un petit bouquet de fleurs et regardant partout sauf vers moi. Tu as mauvaise mine, lâcha-t-elle, puis elle grimaça immédiatement. Désolée, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi m'as-tu évité lui ai-je demandé directement. Les médicaments avaient émoussé ma capacité à faire preuve de délicatesse sociale. Mélanie s'est assise lourdement sur la chaise réservée aux visiteurs, les fleurs oubliées sur ses genoux. Je ne savais pas quoi dire, Morgane. Tout est tellement compliqué. Dis-moi ce qui se passe avec Eric. Elle tripota nerveusement son alliance. Il est avec quelqu'un d'autre maintenant, une femme qui s'appelle Vanessa. Ces mots me frappèrent comme un autre accident de voiture. Comment ça? Avec quelqu'un d'autre? Nous sommes mariés. Il a dit à tout le monde que tu n'avais pas survécu à l'accident, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il a organisé une petite cérémonie commémorative dans ton appartement la semaine dernière. Je n'ai pas pu m'y rendre. La pièce semblait pencher sur le côté. Il a dit aux gens que j'étais morte, alors que je suis allongée, ici, à l'hôpital? Mélanie acquiesça tristement. Je n'ai découvert que tu étais en vie que lorsque Sarah m'a appelée hier. Eric a bloqué tous tes comptes sur les réseaux sociaux. Il a changé les serrures de ton appartement. Montre-moi, exigeai-je. Montre-moi cette femme. À contre-cœur, Mélanie sortit son téléphone et ouvrit Instagram. Il était là, mon mari, le bras autour d'une femme mince aux cheveux foncés. Ils étaient à l'inauguration d'une galerie d'art, une coupe de champagne à la main, et avaient tout l'air d'un couple bien établi. Quelque chose dans le visage de cette femme me semblait étrangement familier. Elle était plus jeune que moi, peut-être dans la vingtaine, élégamment vêtue, avec des traits qui rappelaient les miens. Elle s'appelle Vanessa Laurent. Elle est assistante à la Hayward Gallery, m'expliqua Mélanie. D'après des amis communs, ils se sont rencontrés il y a environ 3 mois. 3 mois. Pendant que je rendais visite à mon oncle mourant, Eric avait noué une relation avec cette femme. Je me sentis physiquement malade. Il y a plus, ajouta Mélanie, baissant encore davantage la voix. Les gens disent qu'ils se sont mariés le week-end dernier. Une cérémonie rapide à la mairie. Mariée, mon mari m'avait déclarée morte et avait épousé une autre femme quelques jours après mon accident. La trahison était si énorme que je ne pouvais pas la comprendre. Sarah, qui se tenait à proximité, est intervenue lorsqu'elle a vu mon moniteur cardiaque afficher une montée dangereuse. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui », a-t-elle dit fermement, guidant Mélanie vers la porte. « Je suis vraiment désolée, Morgane », a répondu Mélanie. « J'aurais dû te le dire plus tôt. » Après son départ, Sarah s'est assise à mes côtés, me soutenant pendant que j'essayais de donner un sens à ce que je venais d'apprendre. « Tu as besoin d'une aide juridique ?» a-t-elle fini par dire. « Ce n'est pas seulement une trahison, c'est une fraude. » Elle avait raison. Avec son aide, j'ai appelé Benjamin Harrison le lendemain matin. « Morgan, je commençais à m'inquiéter », m'a dit l'avocat. « J'ai essayé de vous joindre au sujet de certains développements inquiétants. »« Laissez-moi deviner, » dis-je amèrement. « Mon mari s'est renseigné sur mon héritage. » Plus que s'il s'était renseigné. Il est venu à mon bureau en prétendant être votre plus proche parent, affirmant que vous étiez décédé dans un accident. Il a apporté des certificats de mariage et ce qui semblait être des documents de décès, bien qu'il n'ait pas résisté à un examen plus approfondi. Il essaie de voler mon héritage, dis-je, comprenant enfin la situation. Il semblerait, et il n'agit pas seul. Il était accompagné d'une jeune femme qu'il a présentée comme votre sœur, affirmant qu'elle avait droit à une partie de l'héritage. « Je n'ai pas de sœur, répondis-je automatiquement, puis je me figeai. Comment s'appelait-elle? Vanessa quelque chose? Un nom de famille français. Mon esprit s'emballa. Ce visage familier, la ressemblance que les gens avaient remarquée entre nous, le moment où elle y était apparue dans la vie d'Eric, juste au moment où la santé de l'oncle James avait commencé à décliner. Benjamin, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur le passé de cette femme. Et j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital demain. Je pense que mon mari prépare quelque chose et je dois m'y préparer. Cette nuit-là,
Je n'ai presque pas dormi, mon esprit essayant de rassembler les pièces de ce puzzle bizarre. Comment Eric avait-il su pour l'héritage avant que je ne lui en parle? Pourquoi avoir choisi une femme qui me ressemblait pour monter cette arnaque? Et pourquoi me semblait-elle si familière, au-delà de la simple ressemblance physique? Au matin, une théorie écœurante s'était formée dans mon esprit, une théorie si tordue que je pouvais à peine l'envisager. J'ai demandé à Sarah d'installer une petite caméra dans ma chambre, officiellement pour des raisons de sécurité. Puis, j'ai envoyé un SMS au téléphone d'Eric depuis le numéro de Mélanie, qu'elle m'avait prêté. Je suis au courant pour l'héritage. Morgane est réveillée et se souvient de tout. Tu dois régler ça avant qu'elle ne parle. La réponse est arrivée en quelques minutes. Nous nous en occuperons aujourd'hui. Supprime ce message. Tépal. Ils arrivaient et j'allais enfin obtenir des réponses. J'ai passé la matinée à me préparer mentalement et physiquement à la confrontation à venir. Sarah m'a aidé à m'asseoir correctement dans mon lit et à ajuster mon apparence afin que je paraisse légèrement plus vulnérable que je ne l'étais en réalité. Le docteur Jessica m'a appris à garder le contrôle de mes émotions, quoi qu'il puisse être dit. N'oublie pas que c'est toi qui détiens le pouvoir ici, m'a-t-elle rappelé. Peu importe ce qu'il dit ou fait, il ne peut pas te l'enlever, sauf si tu le lui permets. Benjamin est arrivé à midi, une mallette à la main, et s'est installé dans le fauteuil près de la fenêtre, où il ne serait pas immédiatement visible par les personnes qui entreraient. La petite caméra que Sarah avait installée enregistrait discrètement, son minuscule objectif pointé vers le pied de mon lit. « Êtes-vous certaine de vouloir faire cela aujourd'hui » demanda Benjamin, inquiet de mon état encore fragile. « Nous pourrions régler cela par les voies légales appropriées. » « J'ai besoin de voir son visage, répondis-je. J'ai besoin de comprendre pourquoi. À 14 heures précises, on frappa à ma porte. Mon cœur se mit à battre à tout rompre, le moniteur trahissant mon anxiété malgré mon apparence calme. Sarah me serra la main une fois, avant de reculer pour se placer près de la porte de la salle de bain. Eric entra le premier, vêtu d'un blazer coûteux que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux étaient coiffés différemment, et il portait une nouvelle montre qui devait coûter plusieurs milliers de dollars. La transformation d'artiste en difficulté en homme riche et sophistiqué était déconcertante. Son expression lorsqu'il me vit n'était ni de surprise, ni de soulagement, mais d'agacement, rapidement masqué par une fausse inquiétude. « Morgane, dit-il d'une voix théâtrale, tu es réveillée, nous étions tellement inquiets. »« Nous » demandai-je d'une voix plus assurée que je ne me sentais. Il jeta un coup d'œil vers la porte et fit un geste impatient. Une silhouette élancée entra dans la pièce, mais resta partiellement cachée derrière lui. Je ne pouvais voir qu'un aperçu de cheveux foncés et d'une robe de créateur. « Tu te souviens de Vanessa, bien sûr, dit-il d'un ton suave. La fille de ton cousin. » Je ne dis rien, le regardant s'avancer dans la pièce, sa confiance grandissant à chaque pas. Il avait toujours été un acteur dans l'âme, convaincant dans tous les rôles qu'il choisissait de jouer. Aujourd'hui, il s'était attribué le rôle du mari inquiet. « Les médecins disent que ton accident pourrait avoir affecté ta mémoire, continua-t-il. Il s'est passé tellement de choses pendant que tu étais inconsciente. Comme le fait que tu aies dit à tout le monde que j'étais morte, demandai-je doucement. Il trébucha un instant avant de se reprendre. Un terrible malentendu. Quand ils t'ont amené, ils pensaient de l'autre que tu ne t'en sortirais pas. J'étais dévastée. Certaines personnes ont mal interprété ma douleur. Et le nouvel appartement? Les célébrations à la galerie d'art? Le certificat de mariage? Il plissa légèrement les yeux, calculateur. Tu as écouté les ragots, chérie. Ce n'est pas bon pour ton rétablissement. Ce qui compte maintenant, c'est que tu te remettes et que nous réglions les aspects financiers de ta situation. Il sortit quelques papiers de sa poche intérieure. Les médecins ont mentionné que tu ne serais peut-être pas en mesure de gérer tes affaires pendant un certain temps. J'ai apporté quelques formulaires simples qui m'autorisent à gérer tes affaires pendant ton rétablissement. J'ai presque admiré sa performance. Si j'avais été sous l'effet de médicaments puissants ou dans un état de confusion, j'aurais peut-être cru à son attitude inquiète. Mais je pouvais voir la froideur derrière ses yeux, l'impatience dans la façon dont il me tendait les papiers. « Vous voulez parler des 11 millions d'euros dont j'ai hérité » demandai-je sans détour. Son expression changea, laissant apparaître une surprise qu'il masqua rapidement. « Vous vous en souvenez ?»« Oui, bien sûr. C'est une telle bénédiction, mais aussi une responsabilité. Dans votre état,
Le stress lié à la gestion d'une telle somme pourrait nuire à votre rétablissement. C'est très attentionné de votre part de vous inquiéter pour mon stress. Il sourit, confondant mon calme avec de la docilité. J'ai toujours eu à cœur de défendre vos intérêts, Morgane. C'est pour ça que vous avez bloqué mes comptes sur les réseaux sociaux, changé les serrures de notre appartement, annoncé ma mort à mes amis? La façade d'Éric commença à se fissurer. Vous êtes confuse. Les médicaments? Montrez-lui la vidéo, dit soudain Benjamin en se levant de sa chaise. Éric se retourna, véritablement surpris. Qui diable êtes-vous? Benjamin Harrison, l'avocat de Madame Wallace. Et vous devez être le mari qui tente d'escroquer sa femme blessée. Benjamin posa sa tablette sur le plateau de lit et lança la vidéo de surveillance de son bureau montrant Éric et une jeune femme présentant de faux certificats de décès et revendiquant des droits successoraux. Ça suffit, s'écria Éric en se précipitant pour attraper la tablette. Ne touchez pas à ça, l'avertit Sarah en s'avançant. La sécurité de l'hôpital est juste dehors. La femme qui était restée près de la porte finit par s'avancer, la curiosité l'emportant apparemment sur la prudence. Lorsqu'elle s'approcha du lit, je pus enfin voir clairement son visage. La ressemblance était encore plus frappante de près, les mêmes yeux, le même nez. Même sa façon de se tenir me rappelait moi-même quand j'étais plus jeune. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui déclencha en moi une reconnaissance profonde, presque primitive. Vanessa me fixa, son expression passant de nerveuse à confuse, puis choquée. Son visage pâlit considérablement lorsque ses yeux croisèrent dans les miens. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « C'est ma mère !» La pièce devint complètement silencieuse. Éric se précipita vers elle et lui saisit le bras. « Tais-toi !» siffla-t-il. « Tiens-t'en nos plans. » Mais Vanessa était figée, me fixant comme si elle voyait un fantôme. Les mains tremblantes, elle fouilla dans son sac à main et en sortit une photo usée. « Je t'ai cherché toute ma vie, » dit-elle, la voix brisée, en me tendant la photo pour que je la voie. L'image montrait une adolescente tenant un nouveau-né, le visage partiellement caché, mais indéniablement une version plus jeune de moi-même. Une photo que je n'avais pas vue depuis 17 ans, que je croyais détruite depuis longtemps. Alors que je fixais la preuve de mon secret le mieux gardé, la pièce sembla tourner autour de moi. Le bip du moniteur cardiaque s'accéléra, tandis que les pièces d'un puzzle dont j'ignorais l'existence s'assemblaient soudainement. Mes mains tremblaient lorsque je pris la photo des mains de Vanessa. L'adolescente sur l'image semblait si jeune, si effrayée, les yeux rougis par les larmes, alors qu'elle tenait le petit paquet pour ce qu'elle savait être la première et dernière fois. « Où as-tu trouvé ça ?» murmurai-je. « Je l'avais avec moi quand j'ai été adoptée, » répondit Vanessa d'une voix tout aussi douce. C'était le seul lien que j'avais avec ma mère biologique. Je l'ai gardée avec moi tous les jours depuis que je suis en âge de comprendre ce qu'elle signifiait. Éric tente à nouveau d'intervenir. C'est ridicule. Elle est clairement confuse. Elle essaie de manipuler la situation. Tais-toi, Éric, dis-je avec une nouvelle autorité qui sembla surprendre tout le monde, y compris moi-même. Pour une fois dans ta vie, arrête de parler. Je regardais Vanessa, étudiant attentivement son visage. Elle avait les pommettes de ma mère, mes yeux. Comment n'avais-je pas remarqué cela immédiatement? Peut-être parce que j'avais passé 17 ans à essayer d'oublier, à repousser le souvenir du bébé que je n'avais tenu qu'une seule fois dans mes bras. J'avais 18 ans, ai-je commencé, ma voix se stabilisant à mesure que je parlais. J'étais en dernière année d'école et je prévoyais d'aller à l'université. Mon petit ami de l'époque ne voulait pas d'un bébé, et mes parents étaient horrifiés par le scandale que cela provoquerait dans notre petite ville. Vanessa s'est assise sur le bord de mon lit, fascinée. Ils m'ont envoyée chez une tante éloignée pendant ma grossesse. Après ta naissance, ils ont organisé une adoption fermée. J'ai eu le droit de te tenir dans mes bras une seule fois et quelqu'un a pris cette photo. Je ne savais pas qu'il t'en avait-il donné une copie. Mes parents adoptifs m'ont dit que c'était la seule chose qui m'avait été donnée, expliqua Vanessa. C'était là des gens merveilleux qui n'ont jamais caché le fait que j'avais été adoptée. Quand j'ai eu 18 ans, ils ont soutenu ma décision de rechercher ma mère biologique. « Comment as-tu trouvé Éric ?» demanda Benjamin, son esprit d'avocat toujours concentré sur le démêlage de l'intrigue. Vanessa regarda Éric avec malaise, qui se tenait raide de colère près de la fenêtre. « Je ne l'ai pas trouvé. »« C'est lui qui m'a trouvé, admit-elle.
Il y a environ 3 mois, il m'a abordé à la galerie où je travaille. Il m'a dit qu'il savait qui était ma mère biologique. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. La boîte à souvenirs, dis-je en regardant Eric. Tu l'as trouvée quand nous avons déménagé l'année dernière. Eric ne dit rien, mais son expression confirma mes soupçons. J'avais conservé une petite boîte en bois contenant quelques souvenirs de cette période de ma vie. Le bracelet de l'hôpital, un petit bonnet et une copie de cette photo. Je pensais l'avoir bien cachée, mais apparemment pas assez. Il m'a dit que tu m'avais cherché toi aussi, a poursuivi Vanessa. Que tu étais riche, mais que tu t'étais éloigné de ta famille et que tu voulais renouer avec elle, mais que tu avais peur d'être rejeté. Et quand le mariage est-il entré en ligne de compte ai-je demandé, incapable de dissimuler l'amertume dans ma voix. Vanessa rougit de honte. Cela s'est fait progressivement. Il était si attentionné, si désireux de m'aider à renouer avec toi. Quand il m'a demandé en mariage il y a 2 semaines, en disant que cela te rendrait heureux de me voir m'installer avec quelqu'un en qui tu avais confiance. Cela semblait romantique. Puis, j'ai eu mon accident, et soudain, j'avais plus de valeur morte que vivante, ai-je conclu. Eric a finalement rompu son silence. Vous n'avez aucune preuve. Tout cela n'est que manipulation émotionnelle et circonstancielle. Benjamin s'est éclairci la gorge. En fait, nous avons pas mal de preuves, notamment vos tentatives d'accès au compte de Morgan, les faux certificats de décès, et maintenant cette confession enregistrée, sans parler de la bigamie, puisque vous êtes toujours légalement marié à Morgan. Ce que je ne comprends pas, a interrompu Sarah, c'est pourquoi vous vous êtes lancé dans un plan aussi élaboré. Pourquoi ne pas simplement rester marié à Morgan et profiter ensemble de l'héritage? Je regardais Eric, je le regardais vraiment, le voyant clairement pour la première fois peut-être. Parce qu'il ne m'a jamais aimé. J'étais pratique, un revenu stable pendant qu'il poursuivait ses rêves artistiques. Mais 11 millions d'euros, cela nécessitait un plan plus ambitieux. Le testament comporte une clause spéciale, expliqua Benjamin. Si Morgan était mort sans enfant, une partie importante aurait été versée à des œuvres caritatives. Mais avec un descendant direct, tout l'héritage resterait dans la famille, conclus-je. Et en tant que mari de Vanessa, Eric aurait une influence sur ses fonds. Vanessa se leva brusquement, s'éloignant d'Eric. Tu t'es servi de moi. Toutes ces choses que tu disais sur le fait de prendre soin de moi, de construire un avenir ensemble. Ne sois pas naïve, rétorqua Eric. C'était un arrangement mutuellement avantageux. Tu voulais retrouver ta mère biologique, je t'ai aidé, l'argent n'était qu'un bonus. En me déclarant morte et en épousant ma fille? Demandai-je incrédule. La moitié de l'héritage lui serait revenue de toute façon une fois la relation découverte, a rétorqué Eric, sa véritable nature désormais pleinement révélée. Je n'ai fait qu'accélérer le processus. En commettant une fraude, a souligné Benjamin, et potentiellement un meurtre si Morgane était morte de ses blessures sans reprendre conscience. Le visage d'Éric s'est durci. Vous ne pouvez pas prouver cela. Nous n'en avons pas besoin, dis-je calmement. Vous avez déjà causé suffisamment de dégâts. Je me tournai vers Vanessa, dont le monde venait clairement de s'écrouler. Je suis vraiment désolée que vous ayez été entraînée dans tout ça. Elle essuya les larmes qui coulaient en bas de ses yeux. Toute ma vie, j'ai imaginé retrouver ma mère biologique, mais jamais comme ça. Éric se précipita vers la porte. C'est absurde, je m'en vais. Je ne vous le conseille pas, dit Benjamin calmement. La sécurité de l'hôpital attend dehors et j'ai déjà déposé une plainte préliminaire. Partir maintenant ne ferait qu'ajouter la fuite à la liste. Comme si c'était un signal, 2 agents de sécurité apparurent dans l'embrasure de la porte. Éric regarda frénétiquement autour de lui, comme un animal acculé, cherchant une issue. Morgane, tenta-t-il une dernière fois, sa voix prenant le ton doux que j'avais autrefois aimé. On peut régler ça. Pense à tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est exactement ce à quoi je pense, répondis-je. Messieurs les agents, voici l'homme dont je vous ai parlé. Alors qu'ils escortaient Éric hors de la pièce, Vanessa et moi restâmes dans un silence étrange et pesant. 17 ans de séparation nous séparaient comme un mur invisible. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, finis-je par dire. Pas un seul jour. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Éric furent un tourbillon de réunions juridiques, de déclarations à la police et de conversations émotionnelles.
Benjamin travailla sans relâche pour démêler l'écheveau de fraude qu'Éric avait tissé, découvrant qu'il avait tenté à plusieurs reprises d'accéder à mes comptes bancaires à l'aide de faux documents. Il était très minutieux, m'a expliqué Benjamin lors d'une de nos réunions dans ma chambre d'hôpital. Il avait créé une trace écrite suggérant que vous aviez discuté de l'héritage avec lui, allant même jusqu'à falsifier des emails entre vous deux. Dans quel pétrin est-il? Ai-je demandé, non pas par souci pour Éric, mais parce que j'avais besoin de comprendre l'étendue de ses crimes. Fraude, falsification, tentative de vol qualifié, bigamie et potentiellement complot si nous pouvons prouver qu'il vous a délibérément laissé sans assistance médicale après l'accident. Il risque une peine de prison importante. La trahison me semblait encore irréelle, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. 7 ans de mariage, et je n'avais jamais vraiment connu l'homme avec qui je partageais que mon lit. Et le mariage avec Vanessa? Ai-je demandé. Nous avons déjà déposé une demande d'annulation. Comme votre mariage avec Eric n'a jamais été légalement dissous, son mariage avec Vanessa est invalide. De plus, les preuves de manipulation et d'intention frauduleuse rendent l'affaire simple. Vanessa venait me voir tous les jours depuis la confrontation. Nos premières rencontres étaient gênantes, ponctuées de longs silences et de questions hésitantes. Comment entamer une relation avec la fille que vous avez abandonnée il y a 17 ans, surtout dans des circonstances aussi étranges? Parle-moi de tes parents, lui ai-je demandé lors d'une de ses visites. Je veux dire, tes parents adoptifs. Le visage de Vanessa s'est adouci. Ils sont formidables. Papa est professeur de sciences au collège. Maman travaille comme bibliothécaire. Ils ont toujours veillé à ce que je sache que j'étais aimée et désirée. Je suis heureuse, ai-je dit sincèrement. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité, pour toi. Ils veulent vous rencontrer quand vous serez prête, a-t-elle ajouté prudemment. Ils n'ont jamais dit du mal de vous. Ils m'ont toujours dit que vous étiez très jeune et que vous vouliez m'offrir des opportunités qu'ils ne pouvaient pas me donner. Les larmes me sont montées aux yeux. Ils ont l'air d'être des gens extraordinaires. Pourquoi n'avez-vous jamais essayé de me retrouver? M'a-t-elle demandé, une question qui l'a préoccupée manifestement. J'ai pris une profonde inspiration. En partie par honte, en partie parce que je pensais qu'une rupture nette serait mieux pour toi, et en partie parce que j'avais peur. Et deux. Peur de quoi? Que tu me détestes pour t'avoir abandonné, que tu me poses des questions auxquelles je n'aurai pas de bonne réponse, que te voir heureuse avec une autre famille me brise à nouveau le cœur. Vanessa tendit timidement la main et prit la mienne. Je ne pourrai jamais te détester. J'ai des questions, oui, mais je comprends que tu n'étais qu'une adolescente confrontée à une situation impossible. Son pardon, si généreusement accordé, brisa quelque chose en moi. Pour la première fois depuis l'accident, je pleurais sans retenue, libérant 17 ans de culpabilité et de regret. Sarah, qui vérifia mes signes vitaux, quitta discrètement la pièce pour nous laisser un peu d'intimité. Alors que mes blessures émotionnelles commençaient lentement à cicatriser, mon rétablissement physique se poursuivait également. Les chirurgiens avaient fait un excellent travail sur ma jambe, mais le chemin vers une mobilité totale serait long. Les séances de physiothérapie étaient épuisantes, me laissant souvent exténuée et découragée. Vous faites des progrès remarquables, m'assura le docteur Foster lors d'un examen de suivi. Beaucoup de patients avec vos blessures seraient encore alités. Je suis très motivée, ai-je répondu en jetant un coup d'œil à Vanessa, qui avait pris l'habitude d'assister à mes séances de thérapie pour me soutenir moralement. Benjamin est revenu me rendre visite avec des nouvelles concernant l'héritage. Compte tenu des circonstances, je pense que nous devrions discuter de la manière dont vous souhaitez gérer la succession, en particulier au vu de la relation que vous entretenez avec Vanessa. J'avais longuement réfléchi à la question. Oncle James m'a tout légué parce qu'il ne savait pas que Vanessa existait. S'il avait su qu'il avait une petite nièce, je pense qu'il l'aurait incluse dans son testament. Vous voulez donc partager l'héritage? A précisé Benjamin. Oui, à parts égales. Vanessa a immédiatement protesté. Morgane, non, cet argent t'appartient. Je ne suis jamais venue te chercher pour l'argent. Je le sais, lui ai-je assuré. Mais tu fais partie de ma famille, et j'ai 17 ans d'anniversaire et de Noël à rattraper. 2 semaines après l'arrestation d'Eric, j'ai reçu la visite de l'inspectrice Laura Jennings, chargée de l'affaire.
Nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant lors de la perquisition de votre appartement, m'a-t-elle expliqué en posant un sac de preuves scellé sur le plateau de mon lit. À l'intérieur se trouvait un petit flacon de pilules avec une étiquette de pharmacie à mon nom, mais pour des médicaments qui ne m'avaient jamais été prescrits. Ce sont des sédatifs puissants, souvent utilisés pour traiter l'insomnie sévère, m'a expliqué l'inspectrice Jennings. D'après la date de prescription, ils ont été délivrés 3 jours avant votre accident. Je n'ai jamais eu de problème de sommeil, ai-je répondu, perplexe. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Nous enquêtons sur la possibilité que votre mari vous ait administré des médicaments à votre insu. Plusieurs de vos voisins ont rapporté avoir entendu des disputes dans les semaines précédant votre accident. Et l'un d'eux a mentionné que vous sembliez inhabituellement fatigué et désorienté lors de votre dernière conversation. L'implication était claire et effrayante. Eric avait-il prévu de se débarrasser de moi avant même d'apprendre l'existence de l'héritage? L'accident lui avait-il simplement fourni une occasion propice pour accélérer ses plans? Nous ne saurons peut-être jamais tout ce qu'il avait prévu de faire, admit l'inspecteur Jennings. Mais soyez assurés que nous montons le dossier le plus solide possible. À l'approche de ma sortie de l'hôpital, des questions pratiques commencèrent à se poser. Je ne pouvais pas retourner dans l'appartement que je partageais avec Eric, pour des raisons juridiques et émotionnelles. Les hôtels ne convenaient pas à quelqu'un qui avait encore besoin de soins médicaux et de physiothérapie. Tu pourrais rester chez moi, proposa Vanessa. Mon appartement est petit, mais il y a un ascenseur et pas d'escalier. Je ne peux pas m'imposer comme ça, protestai-je. Ce n'est pas une imposition. Je veux t'aider, insista-t-elle, avant d'ajouter avec un petit sourire. De plus, nous avons beaucoup de choses à rattraper. Sarah, qui était devenue une amie très chère pendant mon séjour à l'hôpital, eut une autre suggestion. Et la propriété de ton oncle? Benjamin a dit qu'elle était inoccupée. L'idée fit son chemin. Le domaine à la campagne où j'avais passé ces quelques jours magiques de mon enfance était désormais à moi. Il faudrait le rénover et le modifier pour l'adapter à mes besoins pendant ma convalescence, mais il m'offrait un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux de ma vie avec Eric. C'est à plus d'une heure de la ville, ai-je fait remarquer. Vanessa, cela te ferait un long trajet pour te rendre à la galerie. Elle a baissé les yeux, tripotant la bandoulière de son sac à main. En fait, j'ai quitté mon emploi à la galerie la semaine dernière. Il y a trop de souvenirs qui me rappellent comment Eric me manipulait là-bas. Que vas-tu faire maintenant? Elle hésita avant de répondre. J'ai pensé à reprendre mes études. J'ai toujours voulu étudier la psychologie. Je me concentrerai peut-être sur l'aide aux personnes adoptées et aux parents biologiques pour faciliter les retrouvailles. Je ne manquais pas de saisir la chance que représentait ce moment. La propriété est très spacieuse. Tu peux y rester pendant que tu réfléchis à ton avenir, si tu le souhaites. Bien sûr. L'expression d'espoir sur son visage était une réponse suffisante. D'une manière ou d'une autre, des décombres de la trahison et de la douleur, une nouvelle famille était en train de naître. Une famille fondée sur la vérité et le choix plutôt que sur la tromperie. 6 semaines après l'accident qui avait tout changé, je suis enfin sortie de l'hôpital. Quitter l'endroit qui avait été mon foyer pendant cette transformation m'a procuré une étrange émotion. J'ai serré Sarah dans mes bras, lui promettant de rester en contact et de la tenir au courant de mes progrès. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, m'a-t-elle dit. Souviens-toi de cela dans les moments difficiles. Le trajet jusqu'au domaine de l'oncle James, désormais le mien, s'est déroulé dans le silence. Vanessa s'est concentrée sur la conduite sur les routes sinueuses de campagne, tandis que je regardais la ville laisser progressivement place à des collines ondulantes et des champs à perte de vue. Une légère neige était tombée la nuit précédente, recouvrant le paysage d'un blanc immaculé qui semblait convenir à notre nouveau départ. La maison elle-même était plus imposante que dans mes souvenirs, une vaste demeure victorienne avec un porche qui en faisait le tour et de grandes fenêtres. Benjamin avait fait faire des modifications pour faciliter mes déplacements, des rampes le long des marches de l'entrée, une chambre temporaire aménagée au rez-de-chaussée, des barres d'appui dans les salles de bain. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé à Vanessa alors que nous entrions dans l'allée circulaire. C'est magnifique, a-t-elle répondu, les yeux écarquillés. On dirait un conte de fées.
Ces premières semaines de cohabitation ont été une période d'adaptation pour nous deux. Nous étions mère et fille biologiquement, mais étrangères à presque tous les autres égards. Nous nous sommes observés avec prudence, apprenant les habitudes et les préférences de l'autre, trouvant notre rythme dans cette nouvelle vie commune. J'ai découvert que Vanessa était une lève-tôt qui chantait sous la douche. Elle a appris que je ne pouvais pas fonctionner sans café et que je préférais le silence jusqu'à ma deuxième tasse. De petites révélations qui ont progressivement construit un pont entre nous. Ma convalescence physique s'est poursuivie avec les visites à domicile d'un kinésithérapeute 3 fois par semaine. La douleur était constante, mais évoluait. Les élancements aigus laissaient de place à des douleurs sourdes à mesure que mon corps guérissait lentement. Je suis passée du fauteuil roulant au déambulateur, puis aux béquilles, chaque transition étant une petite victoire célébrée avec des cupcakes que Vanessa rapportait de la boulangerie locale. La guérison émotionnelle était plus compliquée. Le docteur Jessica a poursuivi nos séances de thérapie par vidéoconférence, m'aidant à surmonter non seulement la trahison d'Eric, mais aussi la réapparition soudaine de la fille que j'avais abandonnée. Les relations construites dans des circonstances extrêmes peuvent être intenses mais fragiles, m'a-t-elle averti. Donnez-vous, à vous et à Vanessa, le temps de développer une relation durable. Suivant son conseil, Vanessa et moi avons commencé à mettre en place des rituels qui ont contribué à normaliser notre situation inhabituelle. Des soirées cinéma le dimanche, des expériences culinaires le jeudi, des promenades quotidiennes autour de la propriété à mesure que ma mobilité s'améliorait. Nous parlions de tout et de rien, comblant ainsi le vide de 17 ans dans notre histoire commune. Un soir, environ 3 mois après notre emménagement dans le domaine, Vanessa a abordé avec hésitation un sujet que nous avions tous deux évité. « J'aimerais que tu rencontres mes parents, a-t-elle dit. Mes parents adoptifs, je veux dire. Mon estomac s'est noué d'angoisse. Est-ce qu'ils me détestent ? Non, a-t-elle répondu fermement. Ils ont toujours parlé de toi, avec respect. Ils ont compris que tu étais dans une situation impossible. La rencontre fut organisée pour le week-end suivant. Je passai plusieurs jours à me demander quoi porter, quoi dire, comment les remercier d'avoir élevé la fille que je n'avais pas pu garder. Le jour venu, j'étais très nerveuse et je faisais les 100 pas dans le hall d'entrée avec ma canne. Marc et Diana Laurent se révélèrent exactement comme Vanessa les avait décrits. Des gens gentils et sans prétention qui m'accueillirent chaleureusement, sans me juger. Nous nous sommes toujours considérés comme les gardiens de Vanessa jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau faire partie de sa vie, m'a dit Diana autour d'une tasse de thé. Nous sommes très reconnaissants que ce jour soit arrivé, même dans ces circonstances difficiles. Leur générosité m'a rendue humble. Au lieu de me considérer comme une menace pour leur relation avec Vanessa, ils m'ont accueilli comme un nouveau membre de leur cercle familial. À la fin de leur visite, nous avions prévu des vacances et des réunions futures, élargissant encore davantage notre famille atypique. Les procédures judiciaires contre Eric se sont poursuivies en arrière-plan de notre nouvelle vie. J'ai assisté aux audiences lorsque cela était nécessaire, lui faisant face dans la salle d'audience avec une force que je ne me connaissais pas. Il avait perdu le charme charismatique qui le caractérisait autrefois, apparaissant maussade et diminué dans sa combinaison orange. Quand il a finalement été condamné à 8 ans de prison pour fraude et autres chefs d'accusation, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement un soulagement discret que ce chapitre soit enfin clos. « L'aimes-tu toujours » m'a demandé Vanessa un jour après une audience particulièrement difficile. « Non » ai-je répondu honnêtement. Je pleure la personne que je croyais qu'il était, mais cette personne n'a jamais existé. C'était un personnage créé par Eric comme l'une de ses peintures. Au fil des saisons, le domaine a changé. Au printemps, nous avons planté un jardin, transformant les terres négligées en un lieu vibrant et vivant. J'ai trouvé une joie inattendue à cultiver des plantes, peut-être parce que cela correspondait à ma propre renaissance. Suivant les conseils financiers de Benjamin, nous avons créé une fondation caritative au nom de l'oncle James, qui se consacre à soutenir les jeunes mères célibataires et à promouvoir des pratiques d'adoption éthique. Je n'étais pas sans remarquer l'ironie d'utiliser mon héritage de cette manière, mais cela me semblait juste, une façon de donner un sens à ma propre expérience douloureuse. Vanessa s'est inscrite à l'université cet automne-là, faisant la navette entre les cours et le domaine où elle continuait à vivre. Sa passion pour la psychologie
était évidente dans sa façon d'aborder les choses, cherchant toujours à comprendre les motivations profondes derrière les comportements et les choix. Tu aurais été une épouse d'artiste épouvantable, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assises sous le porche à regarder le coucher du soleil. Trop pragmatique, trop terre à terre. Et pourtant, j'ai essayé de l'être pendant 7 ans, ai-je répondu avec un sourire triste. Parce que tu pensais que l'amour signifiait soutenir les rêves de quelqu'un d'autre au détriment des tiens. Sa perspicacité m'a profondément touchée. Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu de bons parents, a-t-elle simplement répondu, tous les trois. Alors que ma guérison physique atteignait un plateau, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais pour mon propre avenir. La carrière dans la publicité que j'avais poursuivie, principalement pour soutenir les ambitions artistiques d'Éric, ne m'attirait plus. Ma sécurité financière étant désormais assurée, j'avais la liberté de me réinventer complètement. J'ai commencé à écrire, d'abord comme une thérapie, mais finalement avec une intention plus sérieuse. Mon histoire, fictive mais émotionnellement vraie, a commencé à prendre forme sous la forme d'un roman. Le processus a été cathartique, transformant la douleur en objectif. Un an jour pour jour après l'accident, nous avons organisé une petite réunion dans la propriété. Sarah est venue, accompagnée de Benjamin, du détective Jennings, du docteur Jessica, de Mélanie et des parents adoptifs de Vanessa. Des personnes qui nous avaient soutenus dans les moments les plus sombres partageaient désormais la lumière. En regardant ces visages, cette famille improbable que nous avions créée à partir des décombres de la trahison, j'ai été frappée par l'étrange alchimie de la vie, sa capacité à transformer le plomb en or si on lui donne suffisamment de temps et de pression. Je voudrais porter un toast, ai-je dit en levant mon verre, au voyage inattendu et aux personnes qui nous aident à les parcourir. Plus tard, alors que Vanessa et moi étions assis seuls sur les marches du porche, après le départ de tout le monde, elle a posé la question qui nous trottait dans la tête à tous les deux. Est-ce que tu le regrettes parfois? Pas l'adoption, mais tout ce qui s'est passé après l'accident? La découverte de la trahison d'Éric, toute cette douleur? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Le regret implique que je choisirais une autre voie si j'en avais la possibilité. Et je ne le ferais pas si cela signifiait ne pas te retrouver. L'argent peut révéler la véritable nature des gens, enlevant tout artifice et exposant ce qui se cache derrière. La trahison d'Éric m'a enseigné cette douloureuse leçon, mais elle m'a aussi ramené ma fille, m'a donné une seconde chance dans une relation que je croyais perdue à jamais. Parfois, les pires moments de notre vie ouvrent la voie au meilleur. L'accident qui a brisé mon corps a conduit à la guérison de mon cœur. Le mari qui m'avait trahi m'a involontairement réunie avec la fille que j'avais pleurée pendant 17 ans. L'héritage qui a fait de moi une cible m'a également donné la liberté de reconstruire ma vie selon mes propres conditions. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de nous, j'ai réalisé que la véritable richesse n'avait rien à voir avec les millions sur mon compte bancaire, mais tout à voir avec les liens authentiques que j'avais tissés à la suite de la catastrophe. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné une fille. J'avais perdu mes illusions, mais j'avais gagné en clarté. J'avais perdu mon ancienne vie, mais j'avais gagné une vie infiniment plus réelle et plus satisfaisante. À quoi penses-tu? Demanda Vanessa, remarquant mon silence. Qu'il faut parfois survivre à un accident pour trouver le chemin du retour. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a finalement conduit à quelque chose de positif dans votre vie? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de résilience et de secondes chances inattendues. Partagez cet article avec quelqu'un qui aurait besoin de se rappeler que même les moments les plus sombres peuvent mener à l'aube. Merci d'avoir écouté mon histoire et n'oubliez pas que parfois, notre plus grande force émerge de nos moments les plus vulnérables.